Allez, nous allons ouvrir la séance de ce conseil municipal. Donc, la fiche de présence va circuler. Je vais signifier les procurations. Tiens, Christian. Alors, nous avons Roxane Tibaldi qui donne procuration à Emmanuel Hazard. Donc, pensez à signer lorsque vous avez une procuration. Monsieur Antoine Allegrini donne procuration à Guy Ghislaine. Monsieur Bruno Laquet donne procuration à Hélène Jante. Monsieur Julien Bonino donne procuration à Zulika Lamalan. Madame Stéphanie Coleno donne procuration à Hélène Janet. Madame Marie Duchère donne procuration à Paula Edenway. Ça va? Alors, nous avons un ordre du jour avec 8 rapports. Donc, on va les voir les uns après les autres. Nous avons 8 rapports, puis comme d'habitude, les décisions du maire. Donc, le dernier conseil municipal était le 6 octobre. Donc, est-ce qu'il y a des remarques avant de le voter? Est-ce qu'il y a des remarques concernant son procès verbal? Pardon. Oui, la secrétaire de séance. Merci. Ghislaine. Ghislaine est nommée secrétaire de séance. Parfait. Donc, avant de faire passer la feuille de signature d'acceptation du procès verbal, est-ce qu'il y a des questions concernant le procès verbal du 6 octobre? Une, Monsieur Sambin, Monsieur Platon. Dans l'intervention que j'avais faite, j'avais demandé un récapitulatif, mais j'avais demandé un récapitulatif avec le statut de la question posée. Si elle est en cours de réponse, si elle était tout à fait sous forme de tableau. Ça serait plus pratique. Et tout ce qui est en cours, sans réponse, ça doit apparaître dans le compte rendu suivant pour montrer que c'est toujours en cours. D'accord. Donc, alors, M. Sambin regrette que les questions ouvertes restent parfois sans réponse. Ne pourrait-on pas les inscrire dans un compte rendu et faire une liste pour avoir une trace? Une liste avec l'évolution de la question. Donc, avec l'évolution de la question. De la réponse. De la réponse. Est-ce que le conseil municipal est en accord pour préciser ce complément à la phrase de M. Sambin? Pas d'objection? Très bien, on le fera marquer pour une prochaine fois. Monsieur Platon? Oui, moi j'ai une remarque sur le processus de correction, parce que dans le premier point, relatif à une correction sur le PV précédent. Oui. Je demandais une correction pour remplacer Malmort Alains, pour remplacer Malmort Alains par Malmort Lambesc. Il y avait une erreur sur ce point-là. Hein, je parlais de Malmort Lambesc et dans le PV, il était écrit Malmort Alains. C'était ce que je demandais et qui est bien relaté ici. Par contre, ce qui a été modifié suite à la vision de la vidéo, ça n'a aucun rapport. On a légèrement modifié une phrase, mais ce n'était pas ma demande. Alors, je pense que... Alors, je termine. Oui. On ne va pas revenir là-dessus, c'est pas important. Ce que je propose, c'est que quand il y a des modifications qui demandent éventuellement une vérification à la vidéo, c'est que le texte soit proposé, soit voté, la modification proposée soit votée et soumise a posteriori à la vérification vidéo, mais on ne change pas, sauf si ça c'est pas du tout conforme, on ne change pas le texte qui a été voté. Tandis que là on vote à blanc, et puis finalement on corrige un truc qui n'a rien à voir. Je n'ai pas tout compris, Monsieur Platon. Alors, je demandais simplement qu'on remplace Malmort Alains par Malmort Lambesc. D'accord. C'est tout. On a fait toute autre chose. Et vérification faite à la vidéo,
il y a eu il y a un une oubli phrase sûrement qui n'était pas et une claire et qui est phrase remplacée rajoutée. par une autre phrase qui D'accord. n'est pas claire non plus. Bon, Mais... très bien. Bon, on va juste... Donc voilà. C'est une remarque dans les Donc vérifications. quand on vote un texte, on vote un texte et... C'est pas un rapport, c'est à la rapport, page c'est 2, Françoise, sur une modification. On vote un texte conditionné que ça soit bien conforme à la vidéo. Très bien. Monsieur Faro. Je voudrais souhaiter savoir s'il était possible, dans les questions diverses, dans le compte rendu, concernant l'intervention sur la taxe des ordures ménagères, j'avais précisé que la métropole n'avait pas voté le taux de convergence et qu'à ce titre, il était difficile de savoir avec quoi on convergeait. J'aurais aimé que cela apparaisse. Alors, Monsieur Faro, dans les questions diverses, et Monsieur Lacroix ne me contredira pas parce que c'était lui le secrétaire, et il a dit franchement, les rapports, ça va, hein, dans la prise de notes, mais les questions diverses, c'est vraiment très complexe. Donc, je ne vais pas aller dans votre sens, Monsieur Faro, parce que lorsque j'ai repris, bien entendu, le compte-rendu, et merci Monsieur Lacroix parce qu'il était très précis, etc., j'ai justement repris la vidéo sur les questions diverses pour être un petit peu plus juste dans la synthèse de ce qui a été dit. Et je peux vous dire qu'on est obligé de couper, hein, et de ne pas tout noter. Et même moi, je refais des interventions là-dessus sur les questions diverses qui ne sont pas notées. Et pour autant, voilà, je ne vais pas sur les corrections des questions diverses. Voilà, on peut reprendre la vidéo et en effet, c'est tout. Oui, Ghislaine. Et là encore. Ouais. Bon, très bien. Donc là, je propose qu'on clôt les questions sur le procès verbal, si vous le voulez bien, pour qu'on avance sur nos points. Monsieur Platon. Concernant en page 8, Oui, page 8. Donc c'est le rapport 8, c'est ça. Rapport 8, c'est page 7. C'est à propos Non, aucun débat. du travail qu'on a fait, d'Enedis. On a parlé de... Oui, sur les câbles. L'enfouissement des... C'est le ravalement de la façade. Oui. Pardon. C'est le rapport 8. C'est quel rapport, s'il vous plaît? 10. Page 8, on a inscrit ma représentation avec la modification. D'accord. Ok. Donc c'est à propos du travail à faire avec Enedis sur les réseaux. Dans cette discussion, je propose de rajouter ce que vous avez dit vous-même, Madame le maire. Madame le maire indique, donc on a parlé de cheminement sous génoise, indique que les cheminements des fils électriques sous génoise peuvent être envisageables et que le futur comité patrimoine pourrait prendre contact avec Enedis à ce sujet. C'est ce qui a été dit. Donc c'est un engagement et je pense qu'il mérite d'être écrit. Voilà. Alors, bon, on va le vérifier à la vidéo, mais c'est vrai que dans ce débat, je me souviens très bien que moi, j'étais restée sur l'enfouissement et qu'après, on avait redit au niveau des façades et qu'on devrait travailler avec Enedis pour confirmer ce travail en façade. Mais dans le premier débat, on n'était pas en accord puisque j'étais restée sur l'enfouissement en précisant que l'enfouissement était compliqué. Donc bon. La phrase que je propose, c'est Madame le maire indique que les cheminements des fils électriques sous génoise peuvent être envisageables et que le futur comité patrimoine pourrait prendre contact avec Enedis à ce sujet. Alors, si vous voulez bien, à vérifier à la vidéo. On la vérifiera à la vidéo. Parce et à ne pas trop transformer. Si... Très bien. Ok. On passe au vote.
dernier point, Oui. qui est une remarque et qui n'est pas une modification. On a parlé effectivement de la taxe d'enlèvement des ordures. Il se trouve que le lendemain, la Chambre régionale des comptes a édité le rapport sur la gestion des déchets de la métropole à l'unité. Et ce rapport soulève les mêmes, entre autres, les mêmes points. Non, mais laissez-moi terminer. Non, je vais vous couper parce que ça n'a pas de rapport avec le procès verbal et il faut qu'on avance. Hein. Donc c'est important, important pour les... Non, on est en train d'aborder les modifications envisagées par chacun au procès verbal. Okay. Donc on reste sur le rapport du procès verbal. Alors, si vous voulez faire une intervention en questions diverses sur les ordures ménagères, nous le reviendrons. Mais sinon, on ne reste pas sur les procès ou les rapports, on n'y arrivera pas. Merci. Allez. Donc, qui est contre ce procès verbal? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité et je fais passer la feuille pour la signature. Alors, je vais présenter le rapport numéro 1, qui est la signature de l'avenant à la convention quadripartite du protocole d'accord concernant la ZAC du Moulin de Vernègue. Alors, il faut savoir que la commune avait concédé la réalisation de la ZAC en 89 à plusieurs aménageurs successifs, donc notamment M. Deschamps, Société Pont-Royal Golf, et Pierre et Vacances, Société aussi Pont-Royal SA, sont les représentants. Donc le 3 octobre 2019, on a signé un protocole, la commune, la FUL et les deux aménageurs de la ZAC, et on vous l'avait joint pour que vous vous en souveniez, ou pour les nouveaux élus pour que vous en ayez connaissance. Donc, dans ce protocole, le point essentiel, c'était qu'on sortait la voirie des équipements publics par une délibération du 15 juillet 2020, permettant ainsi à la FUL d'avoir la cession des voiries. Et dans ce protocole, on précisait bien que ça restait à destination publique. Donc, le protocole prévoyait que la FUL devienne propriétaire de la voirie, mais également des différents réseaux implantés dans le tréfonds de ces voies. Donc ça, c'était le premier protocole. Or, dans le cadre de la fin de ZAC, les réseaux d'eau et d'assainissement étaient destinés à revenir à la collectivité compétente, donc la métropole. D'ailleurs, la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 relative au programme des équipements publics de la ZAC n'a pas sorti les réseaux d'eau et d'assainissement du programme des équipements publics. Donc, il convient, dans cet avenant, de sortir du protocole afin que, conformément au programme des équipements publics, on puisse les remettre à la collectivité compétente, c'est-à-dire à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Donc, cet avenant numéro 1 va juridiquement conforter notre avenant de 2019 et préciser par voie d'avenant que la voirie primaire, qui ne figure plus au PEP comme équipement public, est remise à la FUL. Le réseau pluvial, équipement privé, puisque n'ayant jamais figuré au PEP comme équipement public, et les réseaux secs, fibres, électricité, France Télécom. Exclusion faite des réseaux d'eau et d'assainissement qui devraient basculer dans le giron métropolitain. En conséquence de quoi, seule la partie B, alors là on fait référence au protocole, et la dernière phrase du point B est complétée comme suit. Donc les équipements collectifs privés ne sont pas concernés par la présente convention. Le réseau pluvial qui doit intégrer le patrimoine de la FUL n'est pour cette raison pas évoqué par le présent protocole. Les parties signataires à la convention initiale restent inchangées, à savoir la FUL, générale du domaine, les deux aménageurs et la commune de Malemort. Enfin, les autres clauses, et ça c'est très important, du protocole du 3 octobre 2019, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables. Donc, dans cet avenant, il s'agit de l'approuver donc d'approuver l'avenant numéro 1 et d'autoriser Madame le maire
a signé cet avenant concernant la ZAC du Moulin de Vernègue. Voilà. Alors c'est un rapport un peu technique qui, bien entendu, nos avocats respectifs ont travaillé, mais il était clair que notre protocole d'accord sur lequel nous avions unanimement en 2019 loué l'arrivée, et puis cet échange n'était pas assez borné avec l'arrivée de la métropole sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous passons un avenant au protocole. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est assez technique quand même pour ceux qui ne sont pas trop de la partie, mais c'est important de le faire. Et c'est l'occasion. Vous verrez d'ailleurs que le rapport numéro 2 est en lien direct avec ces réseaux d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport? Monsieur Platon? Je voulais dire que c'était très bien de régler ce problème parce que je répète ce que j'ai dit lors du précédent conseil municipal, mais qui n'a pas été porté au PV, et j'espère que cette fois-ci ça le sera. Un réseau d'assainissement collectif est nécessairement un réseau public, même lorsqu'il est situé sous une voie privée. Je dis ça parce que ça a été contesté par la commune, en particulier pour Bramejean. Voilà, l'assainissement, c'était une compétence de la commune, c'est maintenant une compétence de la métropole. Et la situation où l'AFU exerce directement cette compétence et délègue ce service public à la Société des eaux de Marseille est illégale. C'est un héritage du passé, donc c'est très bien d'y mettre de l'ordre. Voilà, c'est très bien. Parfait. On note que M. Platon est en accord avec cet avenant. Oui, il est juste regrettable qu'on n'ait pas profité de la date du 1er novembre, de la fin du contrat de l'AFU, pour l'avoir réglé avant. Voilà. Je pense que M. Platon, vous n'imaginez pas les étapes qu'il faut pour en arriver là. Et le 1er novembre, après à l'AFU de gérer son prolongation de contrat. D'autres questions? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Donc on poursuit. Le rapport numéro 2. En fait, le rapport numéro 2 est la signature du procès-verbal quadripartite de remise des ouvrages d'eau et d'assainissement de la ZAC du Moulin de Vernègue. Donc comme on le disait précédemment, la commune avait concédé la réalisation de la ZAC en 89. Cette ZAC prévoyait la réalisation d'un programme d'équipement public, ce qu'on appelle PEP, approuvé par délibération du 7 novembre 89, du 15 avril 93, du 21 septembre 2011 et du 15 juillet 2020. Donc on voit que ce programme, au fil du temps, il a évolué. Donc l'ensemble des réseaux et ouvrages inscrits dans ce programme a vocation à revenir à la commune de Malemort en qualité d'autorité concédante. Toutefois, compte tenu du transfert des compétences relatifs à l'eau potable et à l'assainissement des eaux usées de la commune à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, donc on reprécise quand est-ce que s'est fait ce transfert, etc., les ouvrages correspondants doivent lui être remis en accord avec la commune. Ainsi, la présente délibération a pour objet la signature du procès-verbal de remise des ouvrages d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. L'objectif est double. Premièrement, acter la bonne réception des ouvrages d'eau et d'assainissement et d'autre part, acter le transfert de ces derniers dans le patrimoine de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc le présent procès-verbal ne concerne par conséquent que les seuls ouvrages d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et a pour objet de formaliser leur remise à la métropole. Donc les ouvrages cédés correspondent à l'ensemble des canalisations, infrastructures et autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement. La ville et la métropole déclarent accepter la remise des ouvrages visés à l'article précédent dans leur état à la
la date de la signature du procès-verbal. En conséquence, et à compter du 1er janvier 2022, la remise des ouvrages par les aménageurs à la métropole est constatée. La métropole assurera la garde et la responsabilité des ouvrages réalisés. La métropole assurera l'entretien et la gestion des ouvrages remis. Le présent PV est signé par les deux aménageurs, Pierre et Vacances et M. Deschamps, la société de Pont-Royal et la métropole Aix-Marseille et la commune de Malemort. Voilà, donc il est demandé d'approuver ce procès-verbal de remise des ouvrages. Vous l'avez en annexe et il y a justement tous les ouvrages listés. On passe de station de relevage à station d'épuration, à station de relevage, au nombre de ventouses, de torpilles. Voilà, c'est aussi très technique et ça a été travaillé tous ensemble sur le terrain en vérifiant les ouvrages un par un, puisque pour reconnaître la conformité, c'était ce qui devait être fait. Il a fallu répertorier tous les ouvrages et les visualiser. Et comme la métropole n'a mis aucune réserve, eh bien, la commune reconnaît aussi le bon entretien des ouvrages. Voilà, donc il s'agit d'approuver ce PV et d'autoriser Madame le maire à signer ce procès-verbal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Faron. Une réflexion tout d'abord et puis ensuite une question. La réflexion, c'est évidemment, nous nous réjouissons tous ici, je pense, d'une régularisation d'une situation un peu complexe qui traînait depuis pas mal de temps. J'aurais aimé savoir si, pour régulariser cette situation, dans le protocole qui va être signé, il y a une partie financière. Et est-ce que cette partie financière, notamment pour la métropole, a un coût ou pas? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est de savoir, c'est une très bonne chose que la métropole récupère notamment la station d'épuration de Bramja, qui à mon avis est un peu trop petite par rapport à ce qu'elle traite notamment l'été. Et donc est-ce que vous envisagez assez rapidement une intervention auprès de la métropole pour la mettre à niveau? Alors, ce PV concerne en effet, vous avez toute la liste des ouvrages concernés. À partir du moment où la métropole ne met aucune réserve sur l'état de ces ouvrages, elle prend ces ouvrages sans aucune réserve. Il n'y a pas du coup d'intervention financière. C'est clairement pour cela que nous essayons d'aller vite et que dans cette remise d'ouvrage, normalement la commune aurait dû tout récupérer et après transférer à la métropole. Et on arrive avec ces documents et ces rapports à faire les deux. C'est pour ça qu'on dit d'une part et d'autre part. Pourquoi ? Parce que justement, la complexité était là-dessus. Parce que quand on fait des ouvrages en 89, d'abord, ils sont peut-être pas, même s'il y a eu une gestion de ces ouvrages avec un suivi des contrats, etc., en l'état, ils ne sont pas neufs, donc on peut mettre des réserves. Et alors là, je vous reprendrai sur la station d'épuration parce que ça n'a pas été noté par la métropole, parce que si la métropole reprend les ouvrages en l'état, c'est quand même qu'elle ne va pas non plus y engager trop de frais, puisque c'est aussi la station de potabilisation. Donc la station de potabilisation, clairement, dans l'état qu'ils ont fait, il y avait le besoin d'augmentation de traitement du volume d'eau, justement au regard de ce que vous disiez par rapport à l'été. Mais en tout cas, la conformité y est, c'est-à-dire que ce qui avait été demandé aux aménageurs a bien été réalisé et a été réalisé dans les proportions qui étaient demandées. Voilà. Donc il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de coût dans cette signature, il y a juste qu'on reconnaît que tous les ouvrages y sont, donc tout a été bien fait par les aménageurs,
et ils sont en bon entretien depuis qu'ils ont été faits. Voilà. Donc en fait... Juste une dernière précision, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'assiette STEP, propriété de la commune de Malemort, ce que ça veut dire? L'assiette de la station d'épuration. L'assiette, La c'est station parce d'épuration. que le terrain appartient à la commune. D'accord. C'est ça qu'on appelle une C'est assiette. l'assiette. Oui, c'est ça l'assiette. Hein. D'autres questions, Monsieur Platon? Moi, je vous ai alerté sur Oui. une rédaction qui peut avoir des conséquences juridiques. Et il est précisé, la ville précise qu'elle n'a été invitée ni n'a participé à aucune réception formelle des ouvrages à la date d'achèvement des travaux. Et la ligne d'après, la ville reconnaît la conformité et le bon entretien des ouvrages. Voilà, donc cette rédaction qui dit le contraire. Donc vous l'avez expliqué, c'est parce que la métropole accepte, ça serait bien que ça soit marqué, quoi. La métropole acceptant la prise en compte des ouvrages en l'état, la ville reconnaît la conformité ou le bon entretien des ouvrages. Parce que là, on prend une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Non, alors pas du tout. Alors je vous rassure, Monsieur Platon, d'ailleurs je vous demandais, dès que vous m'avez sollicité là-dessus, au service, bien entendu, urbanisme et à notre avocat, puisque en fait, cette rédaction justement de remise des ouvrages est très bornée juridiquement, puisque en effet, n'a pas participé, n'a pas été invité à aucune réception formelle. Pour autant, lorsque nous avons reconnu chaque ouvrage un par un, c'était en septembre, et donc nous étions bien sur le terrain avec tous les partenaires. Mais comme ces ouvrages-là, avec la métropole, n'avaient pas été faits, il fallait bien l'inscrire ainsi. Et franchement, si nous avons des avocats, c'est pour qu'ils nous bornent ces remises d'ouvrages juridiquement. Et c'est ce qui fait, pourquoi est-ce que la ville reconnaît la conformité? Parce que c'est elle qui a elle est le concédant au départ avec la ZAC. Donc en fait, elle est signataire du traité de concession. Et ça ne peut pas être que la métropole qui reconnaît l'ouvrage. Donc là, la commune, c'est à nous de reconnaître aussi la conformité. Ça, on l'a fait un par un, les ouvrages sont en pleine conformité. Et comme la métropole ne met aucune réserve, eh bien, le bon entretien des ouvrages, la ville le reconnaît aussi. S'il y avait eu des réserves ou d'autres éléments, c'est clair que la remise ne serait pas écrite ainsi. Mais elle est écrite ainsi par nos avocats respectifs et elle sera signée par la présidente de la métropole, par le maire de la commune et par le premier concessionnaire de Pierre et Vacances et le concessionnaire de la société, M. Deschamps. Voilà. Christian, oui. Enfin, Une précision. quand on ne connaît pas le sujet, pour le Béotien qui dit ça, c'est juste étonnant, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, c'était la SEM qui gérait pour l'eau et l'assainissement. Donc ils ont fait des visites entre SEM et SOR, parce que tout ce qui est assainissement va passer dans le giron de la SOR, comme ce qui est vu que vous. C'est deux prestataires pour la métropole. Donc, s'il y a des problèmes sur l'assainissement, je ne pense pas que la SOR se serait laissé refiler quelque chose qui est en mauvais état. Donc, ils se sont vus entre eux et voilà, il y a eu une passation entre deux sociétés privées. Je ne pense pas qu'ils prennent une société privée prenne quelque chose en mauvais état. Sauf si elle découvre quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Non, mais non, c'est l'état des lieux. C'est l'état des lieux. Bon. Ça a été fait il y a déjà quelques années. Bon. D'autres questions? Oui, Paula, pardon. Alors moi, effectivement, bon, je vous avoue que c'est très technique de ce vocabulaire. Donc si je comprends bien, pour analyser, les aménageurs sont bien Pierre et Vacances et Golfe de Pont-Royal, et le gestionnaire devient la métropole. C'est bien ça. Alors, pas le Golfe, non. Les aménageurs, c'est Pierre et Vacances, et la société... La feu.
Non, pas la FUL non plus. Elle s'appelle le deuxième concessionnaire Société Pont-Royal, Monsieur Deschamps. Ah, Monsieur Deschamps, Hein, d'accord. c'est l'aménageur Donc, principal. Monsieur Deschamps. Oui. Et donc Eux laissent les ouvrages. ouais, et donc la métropole devient le gestionnaire. Jusqu'à là, c'est bon. Parce qu'il y Non, a elle devient propriétaire. Oui, propriétaire. Après, elle peut donner la gestion à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, à l'annexe 1.3.1, il y a une phrase qui m'a lanterne, mais peut-être est-elle que sur ce programme. C'est la phrase qui dit « Qu'importe qui est propriétaire pour la remise, puisque les deux aménageurs signeront le PV ». Le qu'importe qui est propriétaire, je ne comprends pas. Alors, on est où là? Dans quel document? L'annexe où il y a marqué assiette step, c'est l'encart juste à côté. C'est l'annexe et c'est le paragraphe 1.3.1. Concession d'aménagement? Concession d'aménagement? Annexe, bilan de réalisation du programme des équipements publics. Sur le tableau. Alors, je vais me tourner vers les techniciens parce que je ne le vois pas. C'est sur ce tableau-là. Oui, donc le tableau... La ligne 1.3.1. Sur le tableau, là, non, mais juste après le premier tableau. Première page. Les aménageurs verront entre eux lors de l'acte de cession, qu'importe qui est propriétaire pour la remise, puisque les deux aménageurs signeront le PV. Alors, tu sais, ouais, vas-y, parce que... Je pense qu'ils ne savent pas exactement à qui ça appartient ce morceau-là, entre les deux aménageurs. Mais comme les deux aménageurs le signent, ça appartient soit à l'un, soit à l'autre. Donc, comme ils signent tous les deux, il n'y a pas de problème après pour rendre le chose. C'est juste une question de savoir à qui ça appartient. Donc là, quand on parle de propriétaire, c'est pour l'instant les deux aménageurs. C'était les deux aménageurs qui redonnent après à la métropole. Non mais quand on dit qu'importe qui est le propriétaire, donc on parle bien des deux aménageurs qui sont propriétaires. Pour l'instant. Pour l'instant. Du terrain, où sont ces... Puisque là, c'est la mairie de Malmort. Non, c'est la commune de Malmort. C'est certain que c'est la commune de Malmort. Donc en fait, comme tout le monde signe cette cession, hein, cette concession d'aménagement et ces ouvrages, cette remise d'ouvrages, après, lorsque, peu importe qui sera propriétaire, et après ça va être du fait de la métropole de vouloir régulariser. Si par exemple une station d'épuration est sur un terrain communal, il va bien falloir que la métropole, pour être propriétaire totalement de la station d'épuration, peut-être fasse ou un bail ou une cession à la métropole, entre la commune et la métropole. Donc peu importe qui est propriétaire. C'est ce qui était en train de se dire. Par exemple, pour la station de potabilisation, il y a aussi un bail qui avait été fait sur cette station de potabilisation. Donc il y a une régularisation d'un bail à venir, etc. Donc là, ils ont voulu dire, peu importe qui est propriétaire, parce que là, il y a en fait la station d'épuration, il y a l'assiette qui est à la commune. Comme tout le monde signe, après, la métropole en fera son affaire de régulariser pour que ça soit complètement propriété et gestion de la métropole. Voilà. Je pense que c'est des précisions dans le tableau, c'est pareil. C'est lorsqu'on a fait au cas par cas chaque ouvrage, lorsqu'il y avait des remarques, elles sont notées là-dedans. Alors c'est pour ça que c'est très technique, vous avez vraiment toute la transparence. Il a dû se poser cette question et à un moment donné se dire comment on va faire. Peu importe, puisque tout le monde va signer. Voilà. Donc, je le comprends comme ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde signe, donc il n'y a pas de problème après. Donc ça veut dire qu'à terme, la commune va céder 10 000 mètres carrés de terrain à la métropole. En fait... ou un bail. Ou un bail. Qui doit être au moins équivalent à 400 € l'année ou à l'école.
Bon, ça va? C'est. Ouais, ça va, oui. Bah, enfin, c'est la réponse qu'on peut donner. Hein. Ouais, d'accord. Disons que moi, je vois que si j'achète une maison, par exemple, ou autre chose, moi, je m'en fiche pas de qui est le propriétaire, quoi. Donc, c'est pour ça que ça m'a interpellée. La phrase « qu'importe qui est le propriétaire », ça m'a interpellée, quoi. Vous voyez, C'est parce qu'il y a des régularisations qui sont en cours et qui se font et qui doivent être faites. D'accord. Voilà. C'est comme si tu achètes une maison d'un héritage. S'ils sont 4 héritiers et que tu achètes la maison, tu ne sais pas qui tu achètes. Ah oui, non, mais moi, j'achète pas dans ces C'est cas-là. exactement pareil. Ah, mais moi, j'achète pas dans ces Je cas-là. sais pas, Non. moi j'ai vendu la maison des parents, on était 4 héritiers, tu Eh l'achètes. ben, c'est très bien, mais moi, j'achète pas ta maison. Bon, allez, ça va. Si on n'a pas d'autres questions sur le rapport numéro 2 et que c'est clair, même si c'est très technique, je le reconnais, mais bon, voilà, on borne aussi tout ça. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Alors, le rapport numéro 3 sera rapporté par Ghislaine Guy, puisqu'elle a la procuration de M. Allegrini, qui s'excuse à ce conseil. Délégation de fonction et de signature à M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, pour la demande de déclaration préalable numéro 0144-142 au nom de la SAEF Malemort, représentée par Hélène Jean, article R522-7 du Code de l'urbanisme. En date du 18 octobre 2021, la SAEF de Malemort, représentée par Hélène Jean, a déposé une demande de déclaration préalable pour la réfection de toiture d'un bâtiment 6 vers l'avenue de la Fontaine. L'article R422-7 du Code de l'urbanisme précise que si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal désigne un membre de ses membres pour prendre la décision. Le statut de Madame le maire, Hélène Jean, en tant que présidente de la SAEF de Malemort, constitue une situation d'interférence pouvant influencer ou paraître influencer sur l'exercice de ses fonctions en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. C'est pourquoi, afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêt sur ce dossier, Madame le maire entend mettre en œuvre l'article L422-7 du Code de l'urbanisme et déléguer son pouvoir de délivrance des autorisations d'urbanisme pour la demande de déclaration préalable numéro à son premier appel. Après avis de la commission d'urbanisme du 21 octobre 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, pour prendre la décision relative à la demande de déclaration préalable numéro 01-142. De préciser que cette déclaration de fonction à M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, intervient dans le cadre global de l'instruction de la demande de déclaration préalable numéro 01-142, déposée en date du 18 octobre 2021 au nom de la SAEF de Malemort, représentée par Mme Jean Hélène pour la réfection de toiture d'un bâtiment 6 vers avenue de la Fontaine. D'indiquer que la délégation de fonction à M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, comprend la délégation de signature de l'arrêté de décision. La signature de M. Antoine Allegrini sera précédée de la mention par délégation du conseil municipal. D'acter que M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, aura en charge la gestion des crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières rémunérées au paragraphe ci-dessus. À ce titre, M. Antoine Allegrini, premier adjoint au maire, pourra engager les dépenses afférentes et signer les bons de commande nécessaires. D'accord. Bon, on peut simplement parler d'indiquer la délégation de signature, puisque là, c'est une demande de la SAEF pour une réfection de toiture à l'identique. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? On a l'habitude maintenant de ce type de délibération qui permet la transparence totale et n'engage pas de conflit d'intérêts. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Merci. Le rapport numéro 4 sera présenté par Morissette Agier, avec une petite correction que nous allons faire en séance. D'accord? Alors, création d'un comité consultatif environnement et nomination des membres.
l'article L2142 du Code général de la collectivité territoriale prévoit que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant toute ou partie du territoire de la commune. Conformément à la délibération 2020-01-02 du 9/12/2020, tout comité consultatif est fixé par délibération du conseil municipal. Dans la continuité de son attachement à l'idéal démocratique et républicain, le conseil municipal souhaite affirmer sa volonté de favoriser la démocratie locale en associant le plus largement possible les habitants de la commune de Malmort-de-Provence au processus délibératif. Madame le maire propose au conseil municipal de créer un comité consultatif environnement qui travaillera en transversalité avec les citoyens de la commune sur la problématique environnementale. Il convient de fixer la proposition suivante et de préciser que le vice-président sera désigné lors de la première réunion de la comité environnement par Madame le maire présidente. Donc, 8 membres du conseil municipal, donc petite modification qu'on ajoutera à ce conseil. Donc, pour faire les 8 membres du conseil municipal avec Madame le maire et la vice-présidente. Donc, il convient d'avoir 8 membres, Madame Mauricette Agier, M. Christian Brandolin, Madame Françoise Chorout, M. Sylvain Castagnier, M. Vincent Daval, Emmanuel Sandin et Thierry Platon. 8 membres en qualité de personnes extérieures, Madame Ghislaine Salmon, Madame Magali Stel, Madame Sandrine Fort, Madame Julia Touvi, Madame Catherine Oliva, M. Emmanuel Martin, M. Stéphane Roland, M. Gilles Jacquelotto. Un membre d'association La Parole aux Citoyens, représenté par M. Louis Giovanni. 3 experts maximum invités selon la thématique. 1 à 2 agents techniciens de la commune si nécessaire. Après avis du groupe de travail du comité consultatif du 4 octobre 2021, après avis de la commission affaires institutionnelles du 25 octobre 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer le comité consultatif environnement et de désigner les membres comme présenté ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à effectuer toute démarche nécessaire et utile à l'application de ces délibérations. Voilà, donc tout le monde, enfin ceux qui ont le rapport en main, ont noté du coup la modification que Madame Agier a fait, de façon à être conforme au règlement intérieur qui avait été travaillé par un comité de pilotage là-dessus et qui fait présenter la composition des comités consultatifs. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport? Monsieur Platon. Oui, moi je tiens d'abord à préciser que en commission, on a quand même précisé que parmi les experts, il y avait Malmort en transition, qui est porteur du pacte pour la transition à Malmort. Et à ce titre, figure en tant qu'expert. Voilà, c'est le choix qu'on avait fait en commission. Et, bon, c'est bien de le préciser pour tout le monde. C'est mardi, ça sera fait. Oui, non, mais comme c'est pas écrit, je le dis, c'est tout, ça serait. J'ai pas de doute là-dessus. On a précisé effectivement qu'il serait d'office invité, sauf si un jour il y a déjà 3 experts. À ce moment-là, effectivement, selon le sujet, le projet, ils seront mis sur le côté, voilà. Puisque ils représentent les 3 experts. Bon, sinon, en ce moment se tient la COP26 à Glasgow, et c'est très bien qu'on mette enfin ce genre de comité à Malmort. Et il est grand temps qu'on se mette collectivement dans une dynamique, dans un mouvement pour préserver la planète. Et j'espère que ce comité va pouvoir lancer une dynamique dans toute la commune. Le réchauffement aujourd'hui, c'est 2 degrés, déjà. Il y a eu la conférence l'année dernière de Joël Guilleux, invité par Philippe, et nous prévoit 6 à 7 degrés d'ici la fin du siècle si on continue comme aujourd'hui. Donc il faut faire quelque chose. Et donc, voilà.
la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, contre les pollutions diverses, ça impose une démarche collective qui associe tout le monde, et la commune est à mon sens le bon niveau pour lancer cette dynamique. Voilà, je pense que la tâche de ce comité, ça sera de fédérer les énergies dans ce sens-là, de sensibiliser, de co-construire les projets avec les habitants pour les associer et mettre tout le monde dans cette dynamique. Voilà. Donc c'est très bien que c'était attendu depuis longtemps, c'est très bien que ce comité se forme et que cette dynamique se lance. Bon, vous parlez à des convaincus, hein, monsieur Platon. Oui, mais pour l'instant, parce que je pense qu'à partir du moment où ce comité consultatif est créé, c'est qu'il a envie de travailler ensemble et avec les citoyens. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas attendu la création du comité consultatif pour travailler déjà sur l'environnement sur la commune, puisque si la commune a obtenu 2 labels du territoire engagé et une COP d'avance, avec les recommandations qui ont été faites à partir de ce qu'elle a fait et de ce qui lui reste à faire et de l'engagement qu'elle va prendre, c'est quand même qu'elle a cette fibre et cette sensibilité environnementale depuis un certain temps. Parce que pour obtenir un label, il faut déjà avoir travaillé bien en amont, c'est à rappeler. Ce qu'il y a de bien, c'est d'associer les habitants à cette démarche. Voilà. Très bien. Donc, tout le monde a noté cette correction et nous ferons la délibération en ce sens, hein, si vous le voulez bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote sur ce rapport numéro 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité, merci à vous. Alors, je présenterai le rapport numéro 5, puisque c'est une décision modificative numéro 1. Donc, bon, on a aussi l'habitude de ces décisions modificatives à cette époque de l'année, puisque à partir du moment où on fait un budget sincère et un budget serré, eh bien, il y a des petites adaptations à faire en cours d'année. C'est la première que l'on fait. Et je tenais à vous expliquer pourquoi on allait faire cette décision modificative numéro 1. Alors, elle concerne essentiellement le chapitre 012 au niveau des frais de personnel. En fait, c'est vraiment lié à la conjoncture particulière. Si vous vous rappelez, l'an dernier, on avait dit que le Covid, bien sûr, nous avait impacté, mais pour autant, en 2020, il nous avait impacté, mais pas autant qu'en 2021. Alors ça semble être un paradoxe, puisqu'on n'a eu pas de confinement, etc. Mais en fait, on a eu, sur l'année 2021, justement, puisque les écoles n'ont pas fermé, etc., un impact au niveau du personnel très important. Très important dans le sens où il a fallu pallier à des remplacements, à des renforts, pour mettre en place le protocole, notamment sur le temps méridien, puisqu'on est passé au niveau 3, puis au niveau 2, mais il fallait éviter le brassage des classes, les services à table, vraiment du personnel supplémentaire sur ce temps, 3 services pour que tout soit fait, pour que les enfants soient protégés. Pour autant, on a eu du personnel cas contact et Covid qu'il a fallu remplacer. Et sur des périodes où on était sur du remplacement pour un cas Covid, même familial, sur 17 jours. Donc vous imaginez comment ça peut impacter ces remplacements. Donc en fait, en remplacement maladie ordinaire, rien que pour le Covid, nous avons 97 682 € de dépenses supplémentaires. En recrutement d'accroissement, 29 262 €. Nous avons eu un petit surplus pour le coût des élections de 2 219 € et donc une revalorisation indiciaire de nos agents suite à l'augmentation du SMIC. Ça, c'est l'État qui nous l'impose. Il oublie qu'on a fait des budgets serrés et que nous, maintenant, il faut rajouter 3 600 €. Donc, tout ça fait une somme de 132 763 €. Et il nous faut aller chercher des crédits disponibles pour voir quel DM nous allons faire. Alors,
je ne vais pas dire que c'est une chance parce qu'on a du mal à trouver un directeur des finances, mais pour autant, nous avions budgétisé 48 763 €. Donc nous allons chercher ces crédits qui sont déjà disponibles parce que nous n'avons toujours pas notre directeur des finances. Et je remercie la DGS qui était directeur des finances, et c'est vrai qu'elle est exigeante, mais en même temps il le faut, puisque en prenant ses fonctions de DGS, elle ne veut pas non plus continuer à gérer les finances, ce qu'elle fait depuis 1 an. Hein, donc elle a un double poste à mener. Merci Madame Verne. Et nous avions aussi provisionné 44 000 € pour la participation mutuelle des agents, et nous allons la mettre en place, c'est au prochain CT, mais il a fallu plusieurs CT et dialogue social pour aboutir à cette mutuelle au niveau des agents, et du coup nous n'avons pas utilisé cette provision dans l'année 2021 puisque ce n'était pas finalisé au niveau du CT, et ça le sera pour 2022. Donc pour un total de 92 763, donc une DM à faire de 40 000 €. Pour autant, oui, ce qu'on voulait aussi dire, et ça a un coût, c'est que notre personnel est vieillissant et avec un travail assez pénible, et nous avons des agents qui sont à mi-temps thérapeutique. Hein. C'est vrai que c'est bien, mais c'est aussi un coût à la collectivité. Donc, pour faire cette décision modificative, nous sommes allés chercher des recettes aussi réelles. Et en fait, dans le deuxième tableau, donc, vous voyez qu'il y a eu, on va minorer la part des crédits non utilisés. En dépenses à caractère général, on peut aller chercher 18 000 € de charges à caractère général qui n'ont pas été utilisées. Et en dotation de subventions et participations, nous avons eu un dossier qui, pour la première fois, a été accepté. C'est le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, 22 000 € de subventions qui nous ont été accordées dans le cadre du festival MSDD, donc dans le cadre de la fête du patrimoine cette année. Voilà. Donc ça, c'est une subvention à laquelle on n'attendait pas et qui est une bonne surprise pour minorer encore notre décision modificative. Donc, en crédit de fonctionnement, dépenses 22 000, recettes 22 000. Il est donc proposé les équilibres suivants. Et en crédit d'investissement, sans objet, puisqu'on ne fait pas de DM là-dessus, ni en dépenses, ni en recettes. Donc il s'agit d'approuver cette décision modificative numéro 1 et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette DM? Monsieur Platon? J'ai juste une remarque sémantique. En haut de la page 2, il est indiqué « Les personnels des services techniques, restauration et éducation connaissent par ailleurs une mesure liée au vieillissement », c'est ce que vous avez dit, et vous à la pénibilité de certaines fonctions. Je trouve que stigmatiser un peu le vieillissement et le personnel âgé, on pourrait s'en passer dans la rédaction. Voilà. Je propose juste de mettre la pénibilité de certaines fonctions génère absence des mi-temps thérapeutiques parmi les personnels concernés, les services techniques. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que là c'était pour les explications, oui. Pénibilité du travail, et je vous rejoins un petit peu. En fait, ce sont des éléments qui sont précisés dans cette note de synthèse pour vous, hein, mais après la délibération de l'ADM, elle est essentiellement sur le deuxième tableau et c'est tout. Hein, c'est-à-dire qu'elle est très technique et il y a juste le tableau qui apparaît, il n'y a pas les éléments. C'est bien ça hein? D'accord. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Merci.
Le rapport suivant, le rapport numéro 6, est une proposition d'emprunt programme d'investissement 2021. Donc, dans le BP 2021, je vous rappelle que nous avions dit que nous aurions sûrement dans l'année recours à l'emprunt et nous l'avions inscrit. Voilà. Donc, il est important de dire que au regard de l'exécution du programme d'investissement, voilà, il apparaît opportun de recourir à l'emprunt prévu et de le contractualiser. Donc pour cela, même si nous avions inscrit au BP 2021 la possibilité il nous faut faire une délibération pour souscrire un emprunt. Et je vous propose de souscrire un emprunt de 1 349 650 € auprès du Crédit Agricole, selon les caractéristiques suivantes. Une durée de 20 ans, un taux fixe de 0,98%, avec une échéance annuelle de 74 660 €, des frais de dossier incompressibles de 1 215 €, un amortissement constant. Donc, je rappelle bien qu'on n'a aucun problème de trésorerie, que vraiment cet emprunt va être nécessaire, et si nous l'avions prévu, nous l'ajustons maintenant pour réaliser les projets d'investissement de façon à ce qu'on puisse répondre à ce qu'on recherche, et notamment en matière de développement durable, pour faire des économies d'énergie sur le fonctionnement. Il faut bien qu'on continue notre investissement. Et pour aller sur l'investissement pour le budget 2022, eh bien, il faut qu'on anticipe dès à présent, avec des taux très bas, un emprunt, ce qu'on avait dit, nous avions prévu et nous le faisons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Farou. Comme tout à l'heure, une remarque, une question. Nous avons toujours été favorables à l'emprunt dans le cadre des taux d'intérêt extrêmement bas actuels, et donc nous maintenons notre position, nous sommes favorables à cet emprunt, d'autant plus que le taux fixe est inférieur à l'inflation, et que quelque part, du coup, cela revient à un enrichissement de la commune. La précision que j'aimerais avoir, peut-être que vous connaissez la réponse ou que les responsables techniques pourront nous la donner, j'aimerais connaître le montant des indemnités de rachat anticipé prévues contractuellement. Alors, je vais me tourner vers la directrice générale des services, parce que non, je ne connais pas la réponse. En fait, oui, la possibilité d'un remboursement anticipé est possible, c'est pas toujours le cas, mais là, en effet, c'est le cas. Et ce sera effectivement le versement d'une indemnité de 2 mois d'intérêt, assortie d'une indemnité actuarielle. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Assortie d'une indemnité actuarielle, oui, qui figurera dans le contrat. En réalité, clairement... Qui est maximum de combien? Je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, le prêteur attend la libération, la finalisation du contrat. Bon, l'idée, c'est que on n'est clairement pas dans l'objectif ou le sommet. Oui, certes, mais c'est toujours bon de le savoir. Mais en tout cas, c'est possible, le remboursement anticipé est possible. D'accord. Vous pourrez nous transmettre cette information car elle va être formalisée, s'il vous plaît. Merci. C'est au cas où une municipalité ne voudrait pas laisser à son successeur la charge de la dette, c'est ça? C'est sympa. Je vois que tu t'inquiètes. On a déjà vécu ça. Les rachats anticipés, voilà. C'est pas très intéressant. Mais c'est autant le prévoir. On n'y était pas allé d'ailleurs. D'autres questions? Oui. Monsieur Platon? Oui, alors, moi je ne suis pas non plus contre le principe d'un emprunt. Toutefois, je rappelle les points que j'avais soulevés lors du débat budgétaire. Le mandat précédent avait vu l'explosion des dépenses de gestion courante, achats et prestations surtout, et en conséquence une forte réduction de la capacité d'autofinancement de la commune. D'où la nécessité d'emprunter, et même donc dans le document de débat d'orientation budgétaire, il était indiqué que le taux d'épargne brute
avait chuté, il était de 8,21% en 2019 et 10,42% en 2020, pour une moyenne nationale de 13% et une limite fixée, une alerte fixée par l'État à 10%. C'est-à-dire qu'on est à la limite, un peu en dessous, un peu au-dessus. Voilà. Donc, voilà. Par ailleurs, sur le fonds de roulement de 4,6 millions, il y avait déjà 2,7 millions d'engagés sur des travaux de la maison de l'association Joliot-Curie. Et donc, si on veut pouvoir continuer effectivement un programme d'investissement nouveau, soit pour entretenir le patrimoine, soit pour faire des choses nouvelles, et bien maintenant il faut emprunter. Voilà. Donc, il y a quand même une alerte sur les frais de fonctionnement. Et il va falloir... Et ce que j'avais demandé, qu'on n'a pas, mais j'espère qu'on va l'avoir pour le prochain budget, c'est une planification pluriannuelle sur l'ensemble du mandat, pour savoir où on va. Et ce qui permet, parce que là on vote un emprunt, bon, on n'a pas trop la visibilité de l'avenir. Et voilà, pour le prochain débat budgétaire, ce serait bien d'avoir la planification jusqu'à 2026. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse sur la dette, puisque justement, si on peut emprunter assez facilement auprès des banques, c'est que la commune a un taux de dette très très bas et qu'elle est vraiment à tous les feux verts annoncés. Par contre, sur le fonctionnement, il est clair qu'on est de plus en plus contraints. Mais toutes les communes sont contraintes sur leur fonctionnement. Parce qu'on a des charges qui augmentent, on a des éléments qui nous échappent aussi, sur le DGF, etc. Et on a, chaque année, nous aurons de plus en plus de difficultés dans ce budget de fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer cet investissement pour faire des économies et diminuer ce fonctionnement et pouvoir justement être dans cet équilibre. Moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que je sais qu'on est aussi dans des années de transition. C'est-à-dire que là, on est en fin de CDDA, donc de contrat départemental, et on n'a pas redémarré un nouveau contrat au niveau du département. Donc là, en effet, le plan pluriannuel sera nécessaire parce que pour un contrat départemental, il va bien falloir qu'on planifie ça sur un certain nombre d'années. Mais en tout cas, ce qu'on ne voulait pas, c'est se bloquer pour 2022 et limiter nos investissements qui, justement, vont nous faire gagner en fonctionnement parce qu'on n'avait pas ce CDDA et on n'était pas allé sur l'emprunt. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on est sur cet emprunt. Et je vous remercie d'avoir dit qu'il était intéressant ce taux fixe et qu'il va nous permettre d'aller dans ces investissements. Mais pour autant, voilà, la commune n'est pas en alerte et n'a pas de clignotant rouge sur son état des finances actuellement, parce qu'on est très précautionneux là-dessus. Mais clairement, tout le monde est impacté et tout le monde se demande comment on va gérer nos budgets à l'avenir avec les contraintes. Je vais prendre simplement aussi un coût, et tout le monde là actuellement au niveau des entreprises, avec le Covid, le coût des matières premières, les augmentations dans les projets, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est un impact direct là-dessus pour nous. Oui, Monsieur Sambert. Juste une précision sur ce que vous venez de dire. Mon alerte, c'était par exemple sur le fait de dire que le chapitre 12, je sais plus, les prestations, les achats et prestations, on est au double de la moyenne de la strate. Voilà. Donc, peut-être parce qu'on propose un très bon service public. Oui. Voilà. Je rappelle que c'était la réponse qu'on avait dit. Voilà. Et que c'est sûr que si on n'engage rien ou qu'on ne répond pas aux administrés, on serait peut-être en dessous. Et le dernier point, je rappelle aussi que dans ce qui est prévu dans le budget primitif, il y a 560 000 € consacrés au développement durable et que ça me paraît tout à fait insuffisant et que j'espère que dans les prochains budgets, la part sera nettement plus conséquente
vu les objectifs qu'on a, réduire de 40% les gaz à effet de serre, même pour le fonctionnement de la commune, il faut le planifier, il faut y réfléchir, il faut voilà. On aura ce débat-là pour le budget. Monsieur Sambin. Je voulais dire plus ou moins la même chose, sauf que la question que je pose, pourquoi on ne va pas au maximum de notre capacité d'emprunt? Aujourd'hui, 0,98 par rapport à l'inflation d'un et demi qui risque encore d'augmenter, le coût de l'énergie qui augmente de 10 à 20%, il y a un effet de levier sur un investissement exclusivement fléché vers la transition énergétique, l'isolation des bâtiments, la réédification le relamping des bâtiments, peut-être l'évolution des véhicules, tout ce qui peut générer rapidement une économie d'énergie ou en tout cas une économie sur le budget de fonctionnement. L'effet de levier est fort et de toute façon, quand on emprunte en dessous de l'inflation annoncée ou de la remontée des intérêts, s'endetter, c'est presque s'enrichir. Au moins, on a un fort effet de levier. Et en contrepartie, on s'engage sur un moratoire de 2 ou 3 ans concernant l'emprunt parce qu'on ne sait pas quel taux d'intérêt on va emprunter l'année prochaine. Et on est parti quand même pour emprunter 1,5 million par an. Donc je préférerais qu'on emprunte 3 millions cette année et qu'on n'emprunte plus l'année prochaine. Alors là, M. Sambin, c'est vrai que ce n'est pas un raisonnement de collectivité, là, comme vous le présentez. Parce qu'en fait, nous, on est tenu aussi d'un budget de prudence et d'équilibre. Donc, c'est vrai, et on pourrait avoir une logique, si on a une logique individuelle, personnelle, de dire, bon, le taux est très bas, je vais emprunter plus, comme ça, en effet, je vais m'enrichir, etc. Sauf que on a des contrôles. On peut avoir une Cour des comptes qui va nous demander, en fait, clairement, comment vous l'avez envisagé, cela, et quel équilibre vous trouvez dans votre budget. Donc, en fait, si on est, et puis on s'était engagé au budget 2021, rappelez-vous, sur 1,5 million. Donc, on avait déjà dit une certaine somme. Donc, en fait, c'est plutôt de la prudence de notre part, par rapport à tous les organismes qui sont sur le contrôle d'un fonctionnement d'une commune, qui nous amène à dire, bon ben, on est ainsi, parce que on est dans une année de transition, qu'après on aura du CDDA, donc on aura d'autres subventions, et que peut-être, à moins qu'on construise par exemple les 3 maisons de la gendarmerie, où là en effet on ira sûrement sur un emprunt plus important, etc. Mais pour le moment, c'est suffisant et on reste prudent dans l'endettement qu'on génère à la collectivité. Voilà. C'est en fait une prudence de gestion de collectivité. Mais du coup, dans ce budget d'investissement, on emprunte 1,3 million pour arriver à l'équilibre. Et comme l'a dit M. Platon, on consacre 560 000 € au développement durable. Et peut-être que si on avait emprunté 1 million de plus, on passait à 1,5 million. Si on flèche exclusivement sur l'économie. Bon. Voilà. C'est toute une gestion d'équilibre et de prudence pour maintenir les finances d'une collectivité. D'autres questions? Non? Alors on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Monsieur Platon. Je m'abstiens comme je l'ai dit du budget. Très bien. Pour les mêmes rapports. Alors, je laisserai le rapport numéro 7 pour rapporter M. Vincent Daval ou Hélène Janet. Donc, Vincent. L'objet, c'est le renouvellement d'adhésion de la commune à la convention de médecine professionnelle alternative du centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Donc, la convention médicale professionnelle alternative qui lie la commune au centre CPD 13 pour une durée de 2 ans arrive à son terme le 31 décembre 2021. La nouvelle convention prendra effet au 1er janvier 2022 et sera conclue au 31 décembre 2023. La santé et la sécurité au travail sont des enjeux pour la collectivité essentiels. Elle conditionne l'exercice même des missions des agents publics.
Le centre de gestion accompagne les employeurs publics dans leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail. Le pôle de santé regroupe une équipe de professionnels, médecins et préventeurs qui assurent une double action, la surveillance médicale des agents et l'action sur le milieu professionnel. Les actions de prévention à mener sur un milieu professionnel, mission d'inspection et conseil des employeurs dans la mise en œuvre de leur politique de prévention. Donc, la participation financière due chaque année par la commune au CTG 13 est la suivante. Pour la médecine professionnelle et préventive, les participations forfaitaires correspondant à l'ensemble des missions fournies par le service de médecine professionnelle et préventive, elle est calculée en fonction de l'effectif déclaré en début d'année par la collectivité, titulaire, non titulaire et contractuelle. Elle est évaluée à 65 € par agent. Pour la prévention et sécurité au travail, le coût annuel forfaitaire est déterminé aussi en fonction de l'effectif de la collectivité. Le coût est fixé à 2 452 €, incluant l'ensemble des prestations d'inspection et de conseil. Après avis de la Commission des finances du 28 octobre 2021, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention d'adhésion au service de la médecine professionnelle et de sécurité au travail pour une durée de 2 ans, de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2022 et 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport de renouvellement classique? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc unanimité. Le dernier rapport sera présenté par Monsieur Philippe Pignet. Le rapport concerne le prolongement numéro 2 de la durée de la convention d'objectifs de l'association Manon Entreprendre pour le soutien économique local. Donc en 2020, nous avions mis en place une opération justement pour aider les commerçants qui avaient été impactés par la fermeture lors de la première vague de Covid. Donc il s'est avéré que lorsque cette convention a été mise en place, une deuxième vague est arrivée, qui fait que l'opération n'a pas pu avoir lieu pleinement. Et donc nous avons décidé le 16 juillet 2021 de prolonger jusqu'au 30 septembre 2021 cette opération. Donc suite à cette prolongation, un bilan a été fait et donc il se trouve que 16 000 € n'ont pas été dépensés. Donc nous souhaitons prolonger l'opération pour la Noël et juste après Noël, de manière à permettre aux commerçants de pouvoir continuer à utiliser cette aide dans le cadre d'opérations qui seront liées autour de des fêtes de Noël et des fêtes de Pâques. Alors, je vais lire la note de synthèse. Donc, le Conseil municipal, dans sa délibération numéro 2020-094 LG en date du 7 octobre 2020, a approuvé une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 € au titre de l'année 2020 en faveur de l'association Manon Entreprendre, dont l'une de ses missions est la défense des intérêts des professionnels de la commune. L'objectif visait à soutenir l'activité économique locale suite à la période de Covid. Cette aide se matérialise par l'organisation d'actions commerciales sous forme de bons d'achat. Compte tenu des restrictions sanitaires et des obligations de fermeture des commerces non essentiels par décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, certains professionnels n'ont pas pu faire usage de leur bon d'achat. À cet effet, lors de sa séance en date du 7 juillet 2021, le Conseil municipal a prolongé la durée de la convention d'objectifs jusqu'au 30 septembre 2021 pour favoriser le soutien économique suite aux fermetures administratives liées au Covid. Au terme de l'opération, il a été constaté la non-utilisation de la somme de 16 000 €. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de prolonger à nouveau l'opération durant la période de Noël, et cela jusqu'au 15 mars 2022. Pour ce faire, la conclusion d'une nouvelle convention d'objectifs avec l'association Manon Entreprendre est nécessaire, sans toutefois donner lieu à un nouveau versement. Après avis de la Commission Finance du 28 octobre 2021, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le prolongement numéro 2 de la durée de la convention d'objectifs avec l'association Manon Entreprendre jusqu'au 15 mars 2022, d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles au suivi
de la convention établie entre l'association Malmort à reprendre et la commune. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des précisions sur ce rapport, M. Faraud? Alors, une remarque un peu malheureuse. C'est Albert Einstein, je crois, qui disait que la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs et d'espérer des résultats différents. Alors, je ne peux que déplorer l'échec à nouveau de ce dispositif dont j'avais, hélas, en mon temps, signalé la difficulté de la mise en place et alerté sur le fait que les différents protagonistes de l'histoire avaient du mal à comprendre cette fameuse mise en œuvre. Donc je réitère à nouveau ma suggestion pour l'avenir de se calquer sur le dispositif de salon de Provence avec l'émission de bons d'achat communaux, tout simple, et non à gérer par les commerçants. Donc nous allons voter cette délibération parce que nous sommes favorables bien sûr à l'aide pour les commerçants, mais je pense que nous devrions avoir une réflexion sur ce qui s'est passé et sur la mise en œuvre et les difficultés de cette mise en œuvre. Parce que 66%, quasiment 64% de la somme qui n'a pas été utilisée par les commerçants, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc ne pas vouloir voir qu'il y a un problème, ce serait pure folie. Donc je pense que nous devons nous mettre autour d'une table, encore une fois, on l'a déjà fait. Moi, j'avais donné mes suggestions, c'est peut-être pas les bonnes, mais je pense qu'en tout cas, réitérer la même erreur, c'est pas une preuve d'avancée positive. Voilà, ni de volonté constructive. Très bien. Donc, j'entends bien vos remarques. Première chose, il va y avoir une commission de suivi qui va être réunie la semaine prochaine, justement, pour réfléchir sur comment va être relancer cette opération pendant cette année. Deuxième point, ce que vous dites par rapport à la complexité de l'opération, c'est tout à fait vrai, dans la mesure, même du réparer du tout, dans la mesure où tous les commerçants du centre-ville ont pu opérer cette opération en totalité, et cela s'est très bien passé. Elle a été très bien perçue à la fois par les commerçants et par les clients de ces commerçants. Donc la difficulté, c'est surtout portée au niveau, je dirais, des restaurateurs et principalement les restaurateurs qui ont été obligés de fermer lors de la deuxième période de Covid. Donc en fait, on leur a fourni l'ensemble des tickets pour effectuer l'opération. Ils n'ont pu démarrer ces opérations réellement qu'à la fin, au mois de juin de cette année, pendant cet été, et beaucoup de restaurateurs, notamment les restaurateurs qui sont au niveau du golf, n'ont pas, là je dirais qu'ils n'ont pas joué le jeu cet été en fait, puisque tous ceux à qui on a expliqué le fonctionnement de cette opération ont jugé qu'elle était tout à fait acceptable et facile à mettre en œuvre, dans la mesure où il y avait simplement, on demandait simplement aux professionnels de fournir, d'utiliser des bons réductions dans le cadre d'opérations promotionnelles ou par exemple la vente pour les restaurateurs, par exemple la vente de glace ou bien de dessert ou autre à tarif réduit. Ils n'ont pas joué le jeu, ça c'est leur problème, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au centre-ville, nous avons l'ensemble des commerçants de Cyprien qui ont joué le jeu à fond, et ça a marché à 100%. Et certains restaurateurs d'ailleurs qui étaient, entre autres, je pense aux Olivades, ont joué le jeu également parce que ça a marché parfaitement, et ça a marché à 100%. Donc effectivement, ce n'est pas une opération qui était complexe, simplement. Il y a eu effectivement des gens qui ont joué le jeu, d'autres qui ont été peut-être dans la difficulté avec le Covid et qui n'ont pas jugé intéressant d'utiliser cette opération. Voilà, principalement ces deux cas-là. Donc, sur ce point-là, effectivement, c'est un point qui l'on regrette. Effectivement, l'ensemble des commerçants n'ont pas joué. Maintenant, il reste une somme qui est relativement importante, et cette somme importante, on souhaite effectivement qu'elle puisse être utilisée pour la période de Noël, pour l'ensemble des commerçants qui souhaitent continuer à jouer.
Monsieur Chaston. Oui. Alors moi j'ai essayé de voir, parce qu'effectivement ça n'a pas marché partout, ça n'a pas forcément bien marché non plus à Salon. Il y a des endroits où ça a très bien marché. Ça marche très bien quand on s'adresse, quand on fait appel aux entreprises volontaires. C'est-à-dire, là on a ciblé, on a dit que tous ceux qui ont été impactés par les mesures sanitaires, enfin le confinement, sont concernés. Manifestement, on voit qu'ils ne sont pas tous preneurs de cette solution. Donc les communes où ça a marché, ils ont ciblé les commerces et les entreprises volontaires pour être dans la démarche. Et là, ça marche. Pourquoi avons-nous choisi de le faire pour l'ensemble des commerces? J'étais avec, j'ai voté. Hein. Oui, mais j'ai voté comme tout le monde et je pensais bien faire. Le résultat montre que c'est pas aussi performant que ce qu'on aurait espéré. Alors quand même, je rappelle aussi que j'avais fait une proposition de cibler les ménages modestes et les ménages impactés par le Covid. Il n'y a pas que les entreprises qui sont impactées, il peut y avoir aussi les ménages. Et on avait dit, mais ça, je ne crois pas que ça a été fait, qu'on consacrerait la même somme de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas l'impression que le budget du CCAS a été augmenté de 25 000 €. Voilà. Et par contre, cette mesure-là, quand elle est appliquée dans les autres communes, elle marche à 100%. Voilà. Voilà, ce que je voudrais dire simplement, c'est effectivement, on n'avait pas dit la même somme. J'ai gardé ce souvenir, je me trompe peut-être. Par contre, effectivement, cette idée, on ne l'a pas oubliée, on y travaille. Et c'est deux budgets différents. Oui. Et du coup, le budget CCRS ne peut pas être impacté par la même somme, puisque là, c'est le budget commune. Et par contre, il faut savoir, et on le fera justement un prochain CA de CCRS, où justement, on s'aperçoit que que ce soit les bons alimentaires, les bons combustibles, etc., ont nettement augmenté cette année, parce qu'il y a des demandes via les assistantes sociales qui ont été beaucoup plus importantes que les autres années. Donc on aide déjà dans ces dons-là. Alors je ne sais pas si c'est possible, si à la fin il reste quand même, si tout n'est pas dépensé, on pourra reverser au CCAS, enfin faire une modification budgétaire pour reverser au CCAS, j'espère. En temps, on verra. Mais là, dans la convention, la dernière date est bien le 15 mars. Après, voilà, l'association Malement Entreprendre aura devoir de restituer la somme restante à la commune en fin de. Donc mon message, c'est simplement, ça marche avec les entreprises qui sont vraiment volontaires et ça marche avec l'association. Mais bon, voilà, la commission que préside Philippe, puisqu'il y a aussi 4 membres de la majorité, un membre de chaque groupe minoritaire et 2 membres du bureau de l'association, se réunira pour redéfinir les conditions d'attribution de ces bons et posera ces critères justement sur entreprises volontaires ou autres, de façon à ce qu'on termine au 15 mars. On ne renouvellera pas d'autres rapports de ce type-là. D'autres questions? Non? Alors on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Donc peut-être quelques infos diverses avant de passer aux décisions du maire. Oui, Emmanuel nous quitte, on a tout voté. Merci Emmanuel et bon courage. Merci pour ta soirée. Donc demain, 11 novembre, la commémoration avec 11h, 11h, départ de place Raoul Coustet, petit défilé jusqu'au monument aux morts et commémoration. Le marché de Noël se tiendra le 11 et le 12 décembre. Vous pouvez déjà le mettre dans vos agendas avec de belles animations, aussi bien pour les grands que pour les petits. Nous avons rouvert le foyer depuis lundi
et ça se passe très bien. Vraiment, les retrouvailles au niveau des seniors sont ravis avec passe sanitaire, bien entendu, obligatoire et organisation des tables. Et on espère, malgré l'information des nouvelles mesures du président hier soir, que la situation de crise sanitaire s'accentue, mais c'est normal avec la période d'hiver, mais que nous pourrons faire le repas des anciens le 15 décembre. En tout cas, tout se prépare pour le repas des anciens de Noël au 15 décembre. Comment ? Alors, vous n'êtes pas tous invités, bien sûr. Hein. C'est la commission senior et CCAS qui sera invitée. Hein. Voilà. Le prochain conseil municipal est le 15 décembre. Et comme c'est le jour du repas de Noël, normalement, on va le faire exceptionnellement à 19h. Parce que ça se termine tard et que c'est pas évident. Donc le prochain conseil municipal sera le 15 décembre à 19h. Ce sera le dernier de l'année. Est-ce que d'autres élus ont des communications particulières? Moi, c'est tout ce que j'avais en information à passer. Non? Ça va. Donc après, maintenant, on peut être sur les décisions du maire. Alors, il y a une grosse partie des décisions qui sont les conventions de mise à disposition. Hein. Mais si vous avez des questions sur ces décisions du maire, vous pouvez poser les questions avant les questions diverses. Monsieur Sambin. Oui, moi j'ai une question sur la décision 2021-082 ST. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir pris en considération les nombreuses demandes de travaux à faire sur l'église du village. Par contre, je suis surpris du coût de l'audit. Et je me dis, avec ce montant-là, on aurait peut-être pu faire des travaux en demandant aux entreprises de faire des devis tous azimuts pour voir un peu ce qu'elles proposaient plutôt que de payer une audit pour 4 900 € TTC. Donc je voulais savoir si on pouvait avoir le cahier des charges donné à l'auditeur retenu. Oui, bien sûr. Et sur quoi va porter l'audit? L'audit, justement, comme je vous le disais, hein, c'est vrai qu'on ne voulait pas s'engager sur la conformité de l'électricité et en même temps la toiture qui continue à fuir, les gouttières qui se décrochent. Voilà, un audit en fait de toute l'église est hyper important pour avoir une cohérence ensuite derrière dans les travaux à engager et surtout pour pouvoir avancer après les demandes de subventions pour ce patrimoine. Voilà. Mais clairement, voilà, il y a eu plusieurs sollicitations et l'atelier d'architecture choisi, c'est toujours lié au moindre coût, quoi. Hein. Mais pour autant, tous ceux qui ont répondu dans ces montants-là. Et là, c'est la dépense la moins disante. C'est cher, c'est sûr. Mais bon, après, c'est du patrimoine classé. Alors, moi, ma lanterne était toujours éteinte concernant le jargon de la collectivité. Décision 2021-101 Urba, sur la page du milieu. Le numéro 101. Le numéro 101 Urba. Il s'agit de se faire accompagner par un bureau d'études pour l'analyse hydraulique pour une OAP numéro 8. Alors l'OAP, orientation d'aménagement programmé. Donc orientation d'aménagement programmé. Donc ces orientations d'aménagement programmé avancent et celle-ci a une complexité hydraulique sur laquelle il fallait qu'on ait un appui technique. Parce que c'est une OAP où il y a une cohérence entre deux aménageurs.
Voilà. Et du coup, il vaut mieux borner cette analyse-là. S'il vous plaît. Oui. À ce sujet, l'objectif, c'est quoi exactement? C'est de modifier l'OAP? Non, pas du tout. C'est de... Non, les modifications d'OAP, elles se font dans les modifications de PLU, là. Oui, mais on pourrait inscrire une modification parce que... c'est un bureau d'études qui travaille à l'analyse hydraulique sur cette OAP. C'est pas une modification. Alors, c'est pas à la commune de payer, c'est aux aménageurs. Alors, si c'est une étude hydraulique pour modifier l'OAP, le règlement, enfin, là je comprends, la commune veut prendre des assurances pour s'assurer que le pluvial va être bien géré et définir des exigences. Par contre, si c'est pour aider des aménageurs à faire leur boulot, c'est pas du tout la commune. Non, c'est pas pour aider les aménageurs, c'est que la commune, dans l'analyse des propositions des aménageurs, elle a obligation d'avoir, Christian, si je me trompe, tu me corriges, mais sur l'OAP numéro 8, c'est bien ça. C'est tout ce qui est autour de l'OAP. Voilà, tout ce qui est autour de savoir au niveau hydraulique, eux, ils vont s'implanter là, ce qui est autour, l'eau qui arrive chez eux, et tout, mais c'est pas à eux de faire, c'est sur les terrains. Est-ce qu'eux vont rejeter chez nous? Ouais, je vois. Ce qui risque d'arriver chez eux, c'est pas oui, vont rejeter chez eux. Est-ce que ça risque d'engendrer d'avoir une OAP à cet endroit-là par rapport à nos études? Est-ce que c'est vraiment à la commune de payer? Je ne suis pas certain. Eux, ils ont bien sûr demandé, tous les aménageurs, ils demandent tout, hein, et plus que ce qu'ils auraient. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à la commune de payer. Oui, non, c'est obligatoirement la commune sur le pluvial. Bon. Sinon, on n'aurait pas engagé. On aurait demandé aux aménageurs de le prendre à leur charge. On prend des décisions qu'on regrette, qui ne sont pas... Sur les décisions, oui, Paula, une autre Décision 109. Première page. L'extension de l'école maternelle Esperido. Vous allez ouvrir des classes supplémentaires ou c'est juste l'agrandissement des salles existantes? Alors, c'est anticipé. En fait, il n'y a pas Julien, c'est Julien Bolino qui suit ce dossier, l'élu à l'éducation. Et en fait, c'est toujours avoir des classes d'avance et anticiper en effet une montée des effectifs là-dessus. Donc on engage une mission avec un architecte pour travailler à cette extension. Ouais. 2 classes supplémentaires, un dortoir à venir. Alors, la 2021 est annulée et remplacée par la 113. Non, la 106, pardon. 2021-106 est annulée et remplacée par la 113. Parce que comme il n'y a pas marqué annulé, voilà. Et il y a une petite erreur, après la 110, c'est bien la 111. Et pas de nouveau la 110 bis. Voilà. Oui. À propos donc de la 113, l'inventaire de la biodiversité sur la commune, c'est une proposition de longue date de la Parole aux citoyens, de l'association La Parole aux citoyens. Et il est important que ce soit une démarche participative, cet inventaire, et de mettre en place, donc avec la LPO, un observatoire participatif de la biodiversité auquel tous les habitants peuvent participer quand ils découvrent telle ou telle espèce. Voilà, je pense que c'est une proposition, ça marche dans beaucoup de communes et ça lance une dynamique sur la protection de la biodiversité et j'espère que c'est dans ce sens qu'on va aller avec la LPO. Là, c'est le dossier qui a été déposé, donc Maury qui a créé le comité environnement aura peut-être une première démarche sur l'atlas de la biodiversité.
Donc vous serez réunis. La LPO, il faut que Oui, bien sûr, les partenaires. Oui, hein. Pour ce dossier, la démarche participative fait partie du cahier des charges de la classe. Donc c'est de fait. C'est très bien. Et puis on renvoie ces articles à César, c'est la parole de la citoyenne demande un travail sur la biodiversité, ce travail est déjà engagé dans quelques pays, beaucoup de travail d'année. Et notre position est donc, on se rejoint cette année. Mais bon, on constate qu'il y a eu quand même quelques erreurs. Et que si d'ailleurs, je peux en parler maintenant, on a fini, hein, l'association a reçu du tribunal administratif l'information suivante du préfet, en réponse à la demande du tribunal. Le préfet a l'honneur d'exposer que suite aux derniers éléments communiqués par la requérante, donc l'association, j'ai procédé au retrait de l'arrêté querellé, donc c'est-à-dire le permis de construire pour un parc solaire. Voilà. Donc cette affaire se termine. Elle a démontré que la connaissance précise de la biodiversité de la commune était indispensable pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Ben non, justement, pas sur cette zone-là. Et d'ailleurs, le PLU aurait pu être attaqué pour cette raison-là, puisqu'il n'y a pas eu d'étude d'impact dans le PLU sur cette nous n'allons pas ouvrir le débat là-dessus. On était sur le dossier de la biodiversité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, encore sur les décisions, Paula? Comment? Pas encore. Questions diverses. S'il n'y a plus de questions sur les décisions du maire, on peut passer aux questions diverses. Bon, je rappelle quand même les mensonges et les manipulations qu'il y a eu dans l'affaire du Piboulon. Moi, j'en ai juste deux. Alors, et c'est bien que les citoyens s'occupent de rétablir la vérité. Allez, Monsieur Platon, Canel. Est-ce qu'il y a possibilité de donner procuration pour le repas des anciens? Est-ce qu'il y a d'autres? Non, il n'y a pas de procuration. La deuxième, c'est il y avait eu une date butoir pour que les futurs commerçants malmortés postulent pour les locaux. Oui. Je voudrais savoir si ça a été un succès, s'il y a eu beaucoup de postulants et dans quel domaine d'activité. Donc c'est très récent parce que c'était au 8 novembre, hein, la dernière date. Donc Philippe, est-ce que tu as d'autres éléments? La date limite, c'est le dépôt des dossiers le 8 novembre. Donc 8 novembre midi, c'est-à-dire lundi. Et les dossiers vont être analysés par la commission qui va être réunie la semaine prochaine. Donc c'est à ce moment-là où on pourra effectivement développer. Donc pour savoir, nous avons il me semble qu'il y a 6 dossiers qui se répartissent à peu près en 3 dossiers sur un commerce et 3 dossiers sur l'autre. 6 dossiers 6 demandes. Et le secteur d'activité, on ne connaît pas encore? Non, mais il y a la commission qui va y travailler. La restauration légère ou d'autres activités. On verra quand les dossiers seront analysés par la commission. C'est bon, Monsieur Sambin. J'ai lu un article dans la presse régionale il n'y a pas longtemps sur l'activité d'une réserve communale de sécurité civile. Du coup, comme je ne savais pas ce que c'était, je me suis renseigné. De là, je suis parti sur le dit crime de la mairie. Donc j'ai deux questions. Une réserve communale sur Malmort, elle n'existe pas pour l'instant. Pas encore. C'est M. Laquet qui en a le projet et qui doit le PCS, il existe? Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas trouvé sur le site internet. Le PCS, il est bientôt il y aura un placard là et tout sera là. Mais il existe et justement nous avons fait, on n'a pas communiqué là-dessus. On a fait une simulation dernièrement avec la métropole. Vous savez, quand il y a eu l'alerte rouge sur Marseille et le département aussi, puisqu'il n'y a pas eu l'école tout un lundi, le mercredi, ils ont sollicité les communes sur une alerte, la même alerte
et nous ont appelé pour ouvrir notre PCS et le mettre en puissance par rapport à cette situation de pluie torrentielle, de risque de submersion. Et du coup, on a mis en place le PCS. Il fonctionne très bien, il a fonctionné pendant toute la crise. Ça a permis de le réactualiser et vraiment d'être très réactif. On attend le retour parce que du coup la métropole nous a évalué par rapport à cette alerte qui était fictive, mais qu'on montait en puissance. Et voilà, le PCS est actif et fonctionnel sur la commune de Malmont. On pourra y avoir accès? Alors, en fait, non, parce que, on pourrait faire une journée communication, voilà, parce que le PCS, c'est très confidentiel, c'est vraiment une manne avec des cartes et un protocole où, en fait, le maire, qui est le responsable, appelle au fur et à mesure de l'évolution de la situation les élus concernés. Et donc, c'est les élus de la majorité. Je commence par les adjoints à la sécurité ou élus à la sécurité, après la police municipale, selon le mouvement. Par exemple, l'élu du CCAS, s'il faut faire un hébergement ou à sécuriser, l'élu à l'éducation, s'il faut sécuriser les écoles, en fait. Voilà. Et au fur et à mesure du PCS qui monte en puissance, il y a une mobilisation autour de l'alerte qui est donnée. La commune a le projet de faire une réserve communale. Oui, la commune, pour s'appuyer, il y en a une à Sénas qui a été très utile pendant la vaccination, et d'autres communes en ont aussi. Et du coup, on a ce projet-là et Bruno Laquet le mène et le montera bientôt. C'est un petit peu long ce dossier à faire. Monsieur Farot. Alors, je me permets d'interpeller la présidente de la SEM pour un problème assez concret qui date d'il y a 1 heure à peu près avant notre conseil. Il semblerait qu'il y ait de manière récurrente au niveau des HLM Le Luberon un souci de chauffage et d'eau chaude. Il y a encore 2 heures de ça, donc j'ai été interpellé pour ce type de problème. C'est assez récurrent, j'avais appelé Virginie suite à une première interpellation pour lui signaler, donc c'était impeccable, tout s'est bien passé, la SFENT est intervenue, mais je remarque que c'est un problème récurrent. Oui, alors c'est pas la présidente de la SEM que vous interpellez, c'est le maire que je suis, parce que c'est pas à la SEM, mais c'est à la Logirem, donc c'est un bailleur social, et on a des relations CCAS bailleurs, justement, avec des personnes d'astreinte sur lesquelles on peut interpeller rapidement, encore faut-il qu'on en ait la connaissance, et c'est vrai que ça a été fait dernièrement. Zulika, si tu veux intervenir. Effectivement, je vous fais un problème, je vous ai adapté tout de suite. J'ai appelé les personnes concernées, et le police va se déplacer, et il va faire la réparation. Donc après, c'est juste avoir le bon numéro et appeler les bonnes. C'est pas le problème que je soulève là. Je sais bien que l'intervention se fait, mais quand ça devient récurrent et que ça devient souvent comme ça, pratiquement à chaque remise en œuvre du chauffage de l'eau chaude, il y a un souci. Donc je pense que n'ont pas résolu le problème. Je pense qu'il faudrait que le bailleur ou le responsable du réseau du site fasse des travaux, parce que je pense qu'il y a quand même, quand ça devient récurrent comme ça, c'est qu'il y a un souci. Donc il y a un problème pour les concitoyens qui sont usagers de ces logements sociaux, et je pense que quand c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Donc on ne peut pas se contenter d'intervenir, de faire intervenir la semaine, c'est très bien. Je pense que ça se passe bien, mais n'empêche que le problème est récurrent. Donc, il faut le résoudre. Mais de toute façon, c'est signifié au bailleur qui doit engager des travaux et qui nous présente. Et c'est en cela qu'on établit aussi des relations avec chaque bailleur pour justement faire remonter. Mais ils sont bien au courant des pannes, etc. Et de l'engagement, eux, de leur plan pluriannuel de travaux pour justement intervenir sur ces logements.
Mais on reste en contact avec eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais... bon, ça revient un peu souvent sur le papier, mais je vais parler de Bramejean. Parce que j'ai été interpellé, les habitants de Bramejean qui se sentent délaissés, déplorent des défaillances sur beaucoup de services publics qui ne sont pas tous de la responsabilité de la commune, le réseau électrique, Internet, incendie, l'abribus, l'eau. Voilà, ça parlait du passage du hameau en zone agricole, alors qu'il existe un statut de zone urbaine inondable, hors centre urbain, qui convient exactement au contexte de Bramejean. Voilà, donc ça fait perdre la valeur aux habitations, et je pense qu'il devient urgent de renouer un dialogue avec l'ensemble des habitants de ce hameau. L'ensemble des habitants de ce hameau. Oui. Alors, je vais laisser Françoise parler, mais j'ai d'autres éléments à vous apporter aussi par rapport au hameau. Ça tombe bien, parce que justement, aujourd'hui, je suis allée pour Bramejean. Je savais pas. Tu vois, comme quoi. Donc, tu as pu entendre tout leur grief. Mais que je connaissais, et ce n'est pas que des griefs, d'ailleurs. Et du coup, le but, évidemment, puisqu'on a une commission hameau, c'était d'évaluer tout ce qu'on avait constaté auparavant et trouver des solutions qui seront apportées rapidement, et justement le contact y est. Voilà, je peux te le confirmer. Avec tous les habitants? Alors, justement, après, il y a, voilà, Bramejean, on ne peut pas généraliser non plus. Il y a un collectif qui vient de se créer, qui sont venus aussi me rencontrer, qui était très constructif, avec tous les points à voir. Il y en avait une dizaine, donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de points à voir sur Bramejean, en effet, il faut le prendre en compte. Et le premier point déjà qui a été, c'était sur Enedis, avec les coupures fréquentes qu'ils ont d'électricité. Ils ont fait un courrier et la commune a accompagné leur courrier par un courrier de signalement, puisque la dernière fois, c'est vrai que c'est nous, c'est l'Astreinte, qui avons dû appeler aussi pour qu'ils amènent des groupes électrogènes pour soutenir le réseau du hameau, parce que lorsqu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, puisqu'ils sont au fourrage. Donc voilà, donc il y a des points comme ça. Et en effet, comme l'a dit Françoise, la commission hameau travaille à tous les hameaux, mais Bramejean est pris en compte et a déjà été vu, entendu et sur le terrain. Voilà. Après, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit constructif. Oui. Et du coup, ça l'a été. Tant mieux, parce que c'est une attente. C'est une attente. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions diverses autres, très bien, on va clore la séance à 20h30 et c'est très bien, sachant qu'on se retrouve le 15 décembre. On fera un petit pot de fin d'année pour le 15 décembre.